Je m'appelle Cyril Schott. Je suis né il y a un peu plus de 68 ans dans une commune au nord de Strasbourg qui s'appelle Drusenheim, Drösenhof, Elsassisch. Et j'ai longtemps servi la République française comme préfet. Je suis aujourd'hui préfet honoraire puisque retraité. J'ai commencé mes études à Strasbourg en sciences politiques, en histoire, c'était ma passion. Ensuite, j'ai poursuivi à Paris par une maîtrise d'histoire à la Sorbonne, et puis j'ai réussi le concours de l'École nationale d'administration, d'où je suis sorti dans le corps préfectoral. Et donc j'ai servi dans le corps préfectoral de 1976 jusqu'à ma retraite en 2016. Et j'ai exercé la fonction de préfet même depuis 1987 jusqu'à 2009. En 1987, je sors de l'Élysée où j'ai servi comme conseiller du président de la République de François Mitterrand. Et donc je suis nommé très jeune préfet. J'ai alors 37 ans quand je rejoins mon premier poste qui est celui de Belfort. Et après, je parcours toute la France. Je suis 8 fois préfet en poste territorial. Et puis je vieillis, tout simplement. Et mon parcours me conduit notamment à Colmar, puisque je suis préfet du Haut-Rhin entre 1994 et 1998. Avant d'ailleurs, il m'a conduit aussi à Belfort, qui était une ancienne partie de l'Alsace jusqu'au traité de Francfort en 1871. Et donc, je poursuis, comme je l'ai dit, ce parcours. Mon dernier poste territorial est celui de préfet de la région du Languedoc-Roussillon à Montpellier, où je connais ce personnage assez extraordinaire et intéressant qui s'appelle Georges Frêche. Et en 2009, je rejoins la Cour des comptes où je reste 5 ans et puis je termine ma carrière sur 2 postes qui me plaisent beaucoup. D'une part, un poste qui correspond bien aux questions d'actualité. Je suis pendant près de 2 ans président de la société Adoma. C'est l'ancienne Sonacotra qui héberge en France, des personnes d'origine étrangère et puis des personnes démunies. Enfin, c'est une société qu'on appelle de logement très social. Et puis je suis directeur de l'INAGI, c'est l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice au sein de l'école militaire. Et c'est également un poste très intéressant qui me conduit aussi à de nombreux contacts avec le monde universitaire, le monde de la recherche et bien sûr le monde de la sécurité, le monde de la justice, toutes les personnes qui dans l'administration de l'État ou encore dans l'enseignement ou encore dans le journalisme s'intéressent à ces questions. Voilà, et maintenant je suis à la retraite. Je suis à la retraite, qui est une retraite active, j'aime bien écrire. Je viens de sortir un livre, c'est mon 3e livre, qui s'appelle « Un Alsacien préfet en Alsace », où je raconte mes aventures de préfet à Colmar. Et puis, j'ai diverses, bien sûr, responsabilités associatives. J'aime bien écrire aussi, de temps à autre, une opinion libre, une tribune dans les journaux. Voilà, que vous dire d'autre en conclusion ? Comme vous l'aurez compris, donc, je suis né dans cette région. Ma langue maternelle est l'alsacien. Elsassische Muttersprache, Französisch habe ich in der Schule gelehrt. Aber jetzt rede ich gut Französisch, dann warum prima Lehrer Quetzaldur. Donc, j'ai appris le français à l'école, et donc je suis bilingue dans ma tête. Alors, je suis très attaché à ma région d'origine, à l'Alsace, donc je suis forcément décentralisateur, donc girondin, et je suis aussi très attaché à l'unité nationale, puisque j'étais préfet. Donc je suis aussi un peu jacobin. Alors vous vous rendez compte, c'est un mélange de jacobin et de girondin que vous avez devant vous, et qui dans sa tête est bilingue, qui aime profondément sa province natale, l'Alsace, qui est une magnifique région, magnifique province, et qui aime profondément la France, dont il a une grande idée, comme le général de Gaulle l'a exprimé, et comme François Mitterrand l'a si bien servi. Cela pour prendre 2 personnages qui font partie de mes références, même s'ils se sont beaucoup opposés, mais ce sont 2 grands présidents qui ont marqué notre histoire. Usque tandem abutere, Cyril, patientia nostra. Jusqu'à quand, Cyril, abuseras-tu de notre patience? Cela à cause de ma réponse. Enfin, je cite le début de Cicéron. L'Alsace existe toujours, et je pense que l'Alsace existera, parce que l'Alsace, c'est quelque part, si vous voulez, une histoire, et puis c'est aussi
une communauté humaine, une communauté d'esprit. Je n'ose plus dire une communauté de langue, quoique je sois très attaché à l'alsacien, mais je constate, comme beaucoup de gens, que l'alsacien recule. Encore que chez moi, à Drusenheim, je parle pour l'essentiel en alsacien. Wanneer in Drusen woon, red je halbsach niet met de lied Elsassisch, net Französisch. In Drusen redt man noch Elsassisch. Aber schon spricht man immer weniger Elsassisch im Elsass. Sogar wenn nicht viel ins Elsassische Theater gehen, lösen das Elsassische Theater und wenn dann Pause kommt, dann reden sie wieder Französisch. Also das Elsassische geht trotzdem zurück. Ja. Leider. Mit Cher Max hat, merci noch letztes, alors letztes, wie noch Peuple, wie der Schnabel gewachsen ist. Bon, je repasse au français. Enfin voilà. Mais je pense que l'Alsace, oui, l'Alsace a une forte personnalité. Par-delà les débats actuels sur le mécanisme institutionnel qui doit marquer l'Alsace, je pense que l'Alsace maintiendra sa personnalité. Ce qui m'interpelle un peu plus, c'est est-ce qu'elle gardera vivante dans cette personnalité son parler propre, ses dialectes, parce qu'en fait, vous le savez, quand on parle de dialecte alsacien, on parle des dialectes alémaniques et des dialectes franciques qui constituent ce qu'on appelle le dialecte alsacien. Et étant entendu aussi, je me permets quand même de le rappeler, parce que je me méfie toujours des tendances identitaires, qu'il y a des vallées vosgiennes et le territoire de Belfort, qui jusqu'en 1871 appartenait à l'Alsace, qui sont francophones. Moi, je pense que ce serait une bonne chose d'apprendre l'alsacien, effectivement, tout petit à l'école maternelle, avec le français, bien sûr, parce que l'alsacien, encore une fois, c'est un parler germanique, donc ça ouvre automatiquement au bilinguisme. Quand j'étais enfant, dans les années 1950, les instituteurs, que j'appréciais beaucoup, j'avais de très bons instituteurs, mais ne souhaitaient pas que les élèves parlent alsacien, que je parle alsacien. Ça ne nous empêchait pas de le faire en récréation à chaque fois qu'on le pouvait. Mais on ne voulait pas qu'on parle alsacien. Et de même, quand j'ai fréquenté le lycée, des professeurs d'allemand expliquaient que l'alsacien était handicapant pour apprendre l'allemand. Ce qui me paraît fondamentalement une erreur, parce que somme toute, le petit alsacien qui va apprendre l'allemand, il est dans la même position que le petit bavarois qui commence à parler bavarois et qui ensuite va se mettre à parler et apprendre le Hochdeutsch, ou comme le Suisse alémanique qui va chez lui parler l'alémanique et ensuite apprendre le Hochdeutsch. Les dialectes alsaciens sont des dialectes allemands. Vous savez que l'allemand a été constitué en langue moderne telle que nous la connaissons tardivement. C'est le premier écrit vraiment traduit dans l'allemand moderne, c'est le Nouveau Testament que Luther traduit quand il est réfugié à la Wartburg entre 1521 et 1522, je crois. Il traduit le Nouveau Testament en allemand. Et par la suite, il va traduire la Bible complètement en allemand. Et ça va, pour l'essentiel, alors je sais qu'il y a des discussions, certains disant il n'y a pas que Luther, mais enfin Luther joue un rôle fondamental dans la création de l'allemand moderne. Mais avant que cet allemand moderne n'existe, un Sebastian Brandt a écrit Das Narrenschiff dans un parler qui est proche du mien. Donc mon parler est plus ancien que l'allemand moderne, que l'allemand standard. Et Luther a joué un rôle important. Goethe disait « Die Deutschen sind erst durch Luther ein Volk geworden ». Les Allemands ne sont devenus un peuple que par Luther. D'abord, je pense que l'Alsace n'est pas défunte. Donc, réinvention de l'Alsace, je ne sais pas si je reprendrai ce terme. Cela dit, si on reprend votre parcours historico-culturel, oui, c'est vrai que le XIIIe siècle est important, et je rangerai là-dedans aussi la cathédrale, même si sa construction ne se limite pas au XIIIe siècle, soyons d'accord. Mais le XIIIe siècle est important dans l'expression de cet art qu'on appelle aujourd'hui gothique, mais qui est l'art ogival, né en Île-de-France. C'est au XVIIIe siècle qu'on va l'appeler art gothique, de façon un peu dépréciative, parce que le XVIIIe siècle, c'est l'amour des Lumières et de l'art classique. Et
On méprise un peu ce qui vient du Moyen-Âge. Mais toujours est-il, alors que cet art ogival gothique est un art de lumière, toujours est-il qu'il s'exprime avec force à Strasbourg. Et moi, j'aime beaucoup la cathédrale et j'aime beaucoup aussi certaines de ces sculptures. C'est vrai, j'adore le pilier des anges, le pilier du jugement dernier. Et puis j'aime bien aussi, alors, deux statues qui aujourd'hui posent problème, l'église et la synagogue. Et je dois dire que j'ai une faiblesse en fait pour la synagogue. Je trouve que la synagogue est plus belle comme statue que l'église. Et puis au fond, je me dis que c'est peut-être les deux qui incarnent le christianisme. L'église se tient droite, triomphante, mais peut-être trop orgueilleuse, alors que la synagogue, le regard voilé, un peu courbé, un peu déhanché, le livre cassé entre ses mains, est plus émouvante. Elle est plus émouvante, elle est moins assurée. Si le regard est voilé, il est peut-être voilé, à l'époque on pensait face à la vérité, mais il est peut-être aussi voilé face à certaines réalités du monde, voire face au mal du monde. Enfin, je trouve qu'elle a quelque chose de fragile et d'émouvant. Et cette fragilité, et j'allais dire, et la force un peu orgueilleuse de l'autre statue, me paraissent constituer un ensemble intéressant que je qualifierais d'esprit, peut-être aussi, pourquoi pas, d'esprit rénant, imprégné bien sûr de la culture chrétienne ou judéo-chrétienne. Donc, c'est un grand siècle. Et puis ensuite, il y a le siècle, effectivement, 15e, 16e, c'est le siècle que vous avez décrit, c'est aussi évidemment le siècle de la Réforme, hein, et c'est le siècle des grands débats autour du destin du christianisme. C'est le siècle de la révolte des paysans, hein, n'oublions pas la guerre des paysans. Et puis à la fin du XVe siècle, il y a cette expression extraordinaire qui est le rétable de Matthias Grunewald à Colmar, quoi, où il y a à la fois l'excès, j'allais dire, de douleur et de cruauté du monde, lorsque vous prenez le tableau du Christ qui est sur la croix, mais c'est aussi, quelque part, et malgré tout aussi une expression de lumière. Quand on prenait la résurrection, le Christ est englouti dans cette lumière qui l'enlève vers le ciel. Bon, tout ça, c'est des portraits, si vous voulez, contrastés. Alors, cela étant, si vous voulez, j'allais dire, ces deux périodes, évidemment, inscrivent l'Alsace dans ce que vous avez appelé l'espace rhénan, et l'espace rhénan est central, j'allais dire, dans l'histoire du Saint-Empire, et au fond, dans l'histoire de l'Europe de l'époque. Hein. Ce couloir qui va de la mer du Nord jusqu'en Lombardie est quelque part central dans les échanges, dans le commerce, dans la culture de cette époque-là. Et l'Alsace est quelque part au centre de cette culture. Alors au XIXe siècle, c'est autre chose. Vous avez parlé du cercle de Saint-Léonard. C'est aussi au XIXe siècle que vous avez vraiment, j'allais dire, la littérature proprement alsacienne, hein, avec Arnold, Stoskop, enfin tous ces personnages qui écrivent vraiment en alsacien. Mais au fond, vous êtes quelque part dans l'affirmation d'une personnalité alsacienne, mais plutôt dans les limites de la province. Alors qu'avant, l'Alsace, si vous voulez, avait un pouvoir spirituel et culturel qui explosait bien au-delà de l'Alsace. Même si vous prenez la guerre des paysans, vous savez, l'Alsace était quelque part au centre, mais elle est jusqu'en Thuringe, hein, avec Thomas Münzer, enfin, et l'Alsace était l'un des cœurs. De même, si vous prenez la Réforme, il est clair que l'Alsace est l'un des cœurs. Mais avant la Réforme même, l'humanisme rhénan, hein, Geiler von Kaisersberg ou Sebastian Brandt sont au cœur, j'allais dire, de la littérature, de la spiritualité, de la culture du Saint-Empire et de l'Europe à l'époque, hein, parce qu'il y a aussi Erasme. Et donc là, l'Alsace jouait un rôle quelque part central dans un espace beaucoup plus vaste, dans l'espace européen. Du XIXe siècle, cette littérature alsacienne à laquelle je tiens, bien sûr, c'est ma langue, elle est plus contrainte, plus enfermée dans l'espace alsacien. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'Alsace, bien sûr, doit cultiver sa personnalité, mais elle doit ne pas oublier cette histoire où elle était capable de rayonner bien au-delà.
Et l'une des choses que je soutiens actuellement, c'est que la France et l'Allemagne signent un nouveau serment de Strasbourg. Alors je sais que le serment de traité de l'Élysée va être renouvelé par le traité d'Aix-la-Chapelle. Pourquoi pas? L'Élysée, c'était quand même la France du général de Gaulle qui était dominante, l'Alsace, l'Allemagne divisée. Et maintenant, maintenant Aix-la-Chapelle, il y a le souvenir impérial de Charlemagne, c'est en Allemagne, pourquoi pas. Mais je persiste à penser qu'il faudra qu'on signe un nouveau serment de Strasbourg. Le premier serment de Strasbourg, entre les petits-fils de Charlemagne, était un serment où Charles le Chauve et Louis le Germanique s'alliaient contre leur frère aîné Lothaire, contre lequel il avait livré bataille. Et donc c'était quelque part, je caricature, je vais vite parce que sinon je serais trop long, mais quelque part, j'allais dire, une première alliance franco-allemande. Simplement, le fruit de cette alliance fut la dislocation de l'Empire carolingien, puisque en 843, l'année après le serment de Strasbourg de 842, l'Empire est divisé par le traité de Verdun en 3 parties. La Francie occidentale de Charles le Chauve, qui va devenir la France, pas tout de suite, ça prendra quand même 2 siècles au moins, et puis la Francie orientale de Louis le Germanique, qui va devenir l'Allemagne, et au milieu, cette grande bande qu'on appellera Lotharingie plus tard, qui revient à Lothaire l'aîné, qui garde le titre d'empereur, dont fait partie l'Alsace. Et c'est donc le partage de l'Empire carolingien qui est le fruit quelque part du serment de Strasbourg. Mais en même temps, c'est la première alliance franco-allemande. Aujourd'hui, je pense que ça aurait beaucoup de sens de signer un nouveau serment de Strasbourg, qui sanctifierait l'amitié, l'alliance franco-allemande, qui est si forte dans l'histoire de l'Europe que nous connaissons. Et en même temps, la visée de ce nouveau serment de Strasbourg serait non pas la division de l'Europe, mais aller plus loin dans l'unité de l'Europe. C'est-à-dire permettre à Strasbourg vraiment de continuer à jouer ce rôle central. À Strasbourg, l'Europe s'est déchirée. À Strasbourg, l'Europe s'est retrouvée. Strasbourg, si vous voulez, est la ville aussi où... Après-guerre, on a vraiment construit cette Europe nouvelle. C'est à Strasbourg que d'abord est né le Conseil de l'Europe, dont la Cour européenne des droits de l'homme est fille. Strasbourg, c'est la ville des droits humains, des droits de l'homme. Strasbourg, c'est aussi la ville où s'expriment, si vous voulez, les grandes consciences européennes. C'est au Parlement européen, de l'Union européenne, que viennent parler les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les papes, les grands personnages, présenter leur vision du monde. Et puis évidemment, Strasbourg est la ville où fonctionne le pouvoir législatif de l'Union européenne à travers le Parlement européen. Il faut que ça continue. Strasbourg, si vous voulez, pour moi, est la ville où bat l'âme de l'Europe. Strasbourg, c'est la ville de l'âme de l'Europe. Bruxelles joue un rôle très utile. C'est la ville des techniciens. Les méchantes langues diront des technocrates. C'est la ville des compromis. Et il faut les compromis. L'Europe avance de compromis en compromis, parce que si elle a un côté fédéral, c'est aussi une alliance de 28 nations aujourd'hui, peut-être 27 demain, on ne sait pas. Et évidemment, tout cela avance de compromis en compromis. Mais l'avancée est quand même très solide. Mais c'est à Bruxelles, si vous voulez, qu'on fait ce travail, j'allais dire, de compromis, de techniciens. Mais la ville qui est la ville de l'esprit de l'Europe, c'est Strasbourg. Et si demain Bruxelles devenait la seule capitale de l'Europe, l'Europe entière perdrait quelque chose de très important. Parce qu'encore une fois, c'est à Strasbourg que pas l'âme de l'Europe. Pour revenir à la personnalité alsacienne, donc l'Alsace, elle n'est pas là pour être pliée sur elle. L'Alsace est là pour rayonner. Et Strasbourg doit être cette ville du rayonnement bien au-delà, si vous voulez, des limites de l'Alsace et du rayonnement dans toute l'Europe. Il est aussi de la responsabilité, si vous voulez, de ceux qui exercent une responsabilité en Alsace, dans le champ de la politique, de la culture, de la littérature, des médias, de rappeler aussi aux Alsaciens ce que signifie leur histoire et le rôle que l'Alsace a joué, comme vous l'avez dit, dans cet espace rhénan, qui demeure central en Europe. Alors cela dit, le serment de Strasbourg, moi je ne veux pas être trop long, malgré tout historiquement, prélude le traité de Verdun, une année après. Et le traité de Verdun va créer cette Lotharingie, le terme n'étant pas complètement exact, mais enfin peu importe, va créer cette partie centrale d'Europe. Moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est que le serment de Strasbourg, et là je vous rejoins, a été la première alliance franco-allemande, entre guillemets, mais qui a conduit à la division de l'Empire. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait sanctifier notre alliance franco-allemande, mais pour
avancer plus loin encore dans l'Union de l'Europe. Et je crois que là, l'Alsace a un rôle à jouer. Ce qui me frappe, si vous voulez, excusez-moi, c'est que parfois les Alsaciens ne sont pas eux-mêmes effectivement conscients de ce rôle de leur province, de leur région, et du rôle de Strasbourg. Je me souviens, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, je me souviens d'un conseiller Premier ministre que j'étais allé voir comme préfet, et j'ai toujours eu la même conviction en ce qui concerne Strasbourg comme capitale européenne, et lui m'avait expliqué, oui, mais pour des raisons pratiques, ça serait assez normal qu'on reconnaisse aujourd'hui Bruxelles comme unique capitale européenne. Et en fait, il y a de nombreux responsables qui, aujourd'hui, y compris en Alsace, ne sont en tout cas pas prêts de se battre pour le rôle de Strasbourg dans l'ensemble de l'Europe. Moi, je maintiens pour moi, Strasbourg, c'est à Strasbourg que bat l'âme de l'Europe. C'est Strasbourg, si vous voulez, qui quelque part a quand même été au cœur de cette déchirure de l'Europe, et c'est à Strasbourg aussi que cette magnifique aventure de l'Europe s'est largement construite. L'Europe, c'est le miracle de la paix que nous vivons. Même si j'ai parlé aujourd'hui des compromis inévitables, parce que pour avancer, il faut se mettre d'accord, mais l'Europe, c'est aussi le miracle de la paix. C'est la rencontre, si vous voulez, entre un magnifique idéal, celui de ce miracle de la paix, et d'autre part, le pragmatisme obligé des affaires humaines et des débats entre les hommes et les États. La décentralisation, si vous voulez, a été lancée effectivement par ces lois de 1982. Elle a poursuivi son chemin sous les régimes successifs. Chacun, j'ai vécu ça. Chirac a rajouté sa patte à la décentralisation. Ensuite, Sarkozy, Hollande. Enfin, la décentralisation, si vous voulez, a suivi son chemin. Alors, en parallèle de la décentralisation, il y a eu la déconcentration, qui a été, si vous voulez, le fait de transférer plus de pouvoir aux représentants de l'État sur le terrain, aux préfets. Et donc, décentralisation, déconcentration, enfin, sans revenir sur l'histoire des dernières décennies, ont avancé de concert dans notre pays. Je pense qu'il y a encore des pas qui méritent d'être franchis en matière de décentralisation et d'ailleurs aussi de déconcentration. Et je crois évidemment à cette collectivité européenne d'Alsace qui devrait être créée. Je pense qu'elle mérite d'avoir de vrais pouvoirs alors décentralisés, notamment pour la coopération transfrontalière. Quand j'étais préfet à Colmar, j'ai toujours soutenu tout ce qui permettait d'avancer dans ce sens, d'effacer au fond la frontière du Rhin. Quand on parle du Grand Est, vous avez une région qui a toutes les frontières avec l'Allemagne. Vous avez aussi une région qui a la frontière avec le Luxembourg, si vous voulez. Vous mettez dans une seule région tout le contact avec l'Allemagne. Alors je vous dis tout de suite, le redécoupage qui a été fait par François Hollande, je n'en suis pas, si vous voulez, comment dirais-je, un farouche militant, parce que je pense que la vraie question était la redistribution des compétences entre les collectivités territoriales. Cela dit, ce découpage ayant été fait, je ne suis pas partisan aujourd'hui de le remettre en cause, parce que je crois que cette grande région permet un certain nombre d'avancées pratiques dans des domaines qui sont effectivement qui relèvent de cette échelle. Je ne sais pas, je pense au transport ferroviaire, enfin un certain nombre de grandes infrastructures. Et je pense que nous avons eu des présidents de cette grande région qui parfois ont été décriés. J'ai trouvé très injuste les reproches qu'on a fait par exemple à Philippe Rickert qui a essayé de lancer cette grande région et dans l'efficacité. Et de même on fait des procès à l'actuel président de grande région qui est un Alsacien, je me permets de le signaler, à Strasbourg qui est en plus devenu capitale d'une plus grande région. Eh bien on a fait des procès que j'ai trouvé injustes parce qu'ils essaient de faire un travail pour rendre cette grande région efficace. Mais rien n'empêche que l'Alsace s'exprime avec force dans cette grande région. Et quand je dis avec force, parce qu'en Alsace on dit souvent oui mais l'Alsace va disparaître. Mais est-ce que vous avez vu la réaction des Lorrains, des Champenois et autres au sein du conseil de cette grande région? Eux plutôt ils sont inquiets devant le dynamisme et la force alsacienne. Alors
où est la faiblesse là? Je ne suis pas sûr que les Alsaciens soient si faibles que cela. Maintenant, ils ont raison de dire oui, on est Alsaciens, on tient à ce que l'Alsace existe et que l'Alsace puisse exercer de vraies compétences dans les champs, je crois, qui peuvent être utilement les siens. Je pense aussi que dans le registre du bilinguisme, cette collectivité régionale d'Alsace mérite d'avoir un vrai pouvoir. Et j'espère qu'elle arrivera, si vous voulez, à le concrétiser, parce qu'en réalité, l'une des difficultés aujourd'hui, ça résulte aussi de tout un système éducatif, mais enfin, l'une des difficultés aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de parents, d'ailleurs des deux côtés de la frontière, qui veulent que leurs enfants apprennent l'anglais plutôt que l'allemand et l'alsacien. Mais je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire dans ce domaine. Je suis pour que mon parler maternel, ma langue, vive, et non pas pour qu'elle meure. Je pense que l'Alsace a un avenir au cœur de l'Europe. Et je pense, si vous voulez, que l'Alsace est cette région de la France qui doit porter le rêve européen à la force de l'Europe. Et quand je dis cela, si vous voulez, je pense qu'il faut que les Alsaciens aient conscience de cela et s'engagent là-dedans. Il faut aussi qu'à Paris, on en ait conscience, parce que c'est vrai qu'à Paris, on voit parfois, si vous voulez, Strasbourg comme une ville régionale de province, alors que Strasbourg, je le répète, est une capitale de l'Europe. Et cela, il faut qu'on l'accepte également dans l'ensemble du pays. Je trouve que l'Alsace et Strasbourg ont une vocation spéciale, une vocation que l'Alsace et Strasbourg ont illustrée au cours de leur histoire, qui est une vocation d'être un élément fermant au sein de l'Europe, un ferment de l'esprit, un ferment de l'économie, un ferment de la culture. Et je souhaite que cela soit le destin de l'Alsace. Le destin retrouvé de l'Alsace. Ik ben Elsasser, weil der Motornetzlehrer Elsasser zu sind. Viel wie sagen, es sind Elsasser, gehen nicht einmal nicht hart Elsassisch reden, no, man kann Elsasser sein, ohne Elsassisch zu reden, das will ich nicht sagen. Aber trotzdem, sagen wir, meine Persönlichkeit ist Elsassisch. Aber c'est français. Je suis également un préfet de la République française. Qu'est-ce que vous voulez? Je conjugue les deux en moi. Maintenant, est-ce que c'est un mal? Non, je ne le crois pas. J'ai toujours été fier, si vous voulez, de mon côté alsacien. Quand j'étais à l'Élysée chez Mitterrand, j'étais abonné aux dernières nouvelles en édition bilingue. La Bleue, que je reçois à l'Élysée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Alsaciens à Paris qui reçoivent l'édition bilingue, donc vous voyez, mon côté girondin. Mais en même temps, oui, je suis attaché à l'unité de mon pays. La France est un magnifique pays. Pour moi, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Et je suis attaché, oui, à l'unité de mon pays. C'est clair, j'aime les deux. Alors quand je dis jacobin, vous le mettez entre guillemets, même que girondin entre guillemets. Si vous voulez me dire que jacobin, je suis coupeur de tête, non. Je n'ai jamais aimé tout ce qui est terreur et autres. Je suis un démocrate, fondamentalement. Mais disons, j'ai en moi d'abord un fort attachement à ma personnalité régionale, à la personnalité de l'Alsace, et j'ai également un fort attachement à la France, dont l'Alsace fait partie, et dont pour moi elle est l'une des plus belles régions et l'une des plus belles provinces.